On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du service vétérinaire mobile qui ouvre désormais une boutique sur le boulevard Saint-Luc. Mais tout d'abord, on reçoit un couple d'entrepreneurs, de passionnés. Ils ont acheté une vieille maison qui avait même été incendiée du côté d'Iberville. Ils l'ont complètement rénovée en 6 semaines. J'adore le patrimoine local qu'on a ici, qui est riche en histoire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et c'est d'autant plus notoire quand des gens décident vraiment de redonner vie à une propriété et d'y prendre soin. Et au cours de l'été, j'avais vu passer ça un peu dans l'actualité, quelques photos, des photos de mariage aussi au mois d'août, d'une magnifique propriété qui est sur le bord de l'eau à Iberville, sur la première rue. Une maison qui date non pas du siècle dernier, mais de l'autre d'avant, si on veut être encore plus précis. Maison qui, malheureusement, d'ailleurs, avait été partiellement incendiée en 2018 et qui avait abrité, il y a quelques années de ça, le fameux restaurant italien Al Paradiso. Mais bref, il s'est passé bien d'autres choses par la suite. On vous présente les deux nouveaux propriétaires, en fait, depuis les dernières années, propriétaires occupants. Il s'agit de Pierre Degrasse qui est avec nous. Bonjour. Salut. Accompagné de Nathalie Parpal. Bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour. Bon, expliquez-nous tout d'abord, qu'est-ce qui fait que vous avez acheté ça? Bien, nous, c'est la pandémie qui nous a poussé à acheter ça parce qu'on était déjà, on est des riverains, on était à l'île Sainte-Thérèse, sur le bord de l'eau. Et puis la pandémie fait qu'on a commencé à travailler de la maison, tout ça. Puis l'infrastructure n'était pas correcte en ce moment. Puis moi, j'aime beaucoup les antiquités, tout ça. J'en avais beaucoup. Puis je cherchais une maison sur le bord de l'eau. Et puis, je suis tombé sur celle-ci, mais c'est sûr que là, le prix allait avec les travaux qu'il allait faire dedans. Puis, on voulait avoir un bureau. Il y a l'ancien bureau du docteur Bédard qui était là, qui est détaché du bâtiment un peu, si on peut dire. Ça aurait été parfait, notre bureau d'affaires. Un grand stationnement, garage, tout était là pour qu'on puisse repartir notre compagnie. Mais au moment où vous l'avez achetée, est-ce qu'elle était encore endommagée par l'incendie de 2018? Ah oui, c'est sûr que c'était un film d'horreur, là. On rentrait dans ça, tout était placardé, 3 ou 4 ans abandonnés, vandalisé, tout a coupé l'électricité, tous les câbles électriques étaient coupés partout, même ils ont coupé le mât extérieur, tout ça. Fait qu'on rentrait là, elle est placardée, puis tout était noir parce que c'est un incendie qui a été éteint quand même assez vite, sauf que la chaleur était tellement intense que ça a tout fait fondre dans la maison. Le plâtre, les switches, toutes les lampes, tout était fondu, les airs climatisés au mur. Fait que c'était épeurant, là. Fait qu'on visitait ça, puis il fallait avoir beaucoup d'imagination. Ça, c'est vous qui avez l'imagination? Mais oui. Les deux. C'est un projet de couple, là, parce que je veux dire, il faut que tout le monde embarque, là. Oui. Oui. On est très débrouillard, on est très manuel, puis on voulait redonner vie aussi à cette maison-là, parce que moi, j'ai vu la structure, cette maison-là. C'est la maison des 3 petits cochons en briques. Il y a 4 épaisseurs de briques. Ça partit avec les grands vents, tout ça. On est à l'intérieur. On entend un petit peu le toit, mais je savais qu'elle était solide. Mais il fallait refaire l'esthétique de la maison. Nathalie, qu'est-ce qui vous a convaincu d'embarquer là-dedans? C'est que Pierre avait déjà bâti des maisons auparavant. Donc, il est entrepreneur général aussi. Donc, il connaissait un peu là, la marche à suivre pour se rendre jusqu'à finir la maison, pour pouvoir emménager dedans. On avait exactement 6 semaines pour pouvoir tout faire, pour pouvoir emménager dedans. 6 semaines? On a fait ça 6 semaines. Mais pourquoi vous vous êtes imposé ce court délai? Parce que j'étais kické out. On a On vendu avait la un nouvel maison, acheteur mais pour la maison. les acheteurs voulaient me rentrer telle date. Puis là, on avait comme 6-8 semaines, mais on avait une bonne équipe. Moi, en étant entrepreneur, tous ceux qui ont travaillé dans là, c'était mes amis avant tout. Et puis, mon grand chum, Stéphane Gamache, il est venu avec son équipe, 6-8 gars, et ont fait un... C'est comme un gâteau, cette maison-là, parce que c'est du plâtre partout qui était plus bon. On appuyait dessus, puis il tombait, fait que là, il fallait faire le plâtre. Fait que c'est un grand gâteau qu'on a fait dans toute la maison. On a sorti 2 gros containers pleins de plâtre et d'affaires de plus bon. Mais il fallait garder l'authenticité de la maison, toutes les moulures qui étaient là, il fallait les garder. C'était ça le challenge, parce qu'il y en avait partout. Les moulures, c'est pas ça. Les moulures sont cette épaisseur-là, puis c'est tout du vrai bois, mais il y en avait beaucoup qui étaient calcinés. Il fallait trouver une façon de ramener ce bois-là à l'état naturel. Et puis, on a fait un test un moment donné avec du sunblast et un sable à pression. On a réussi à ramener toutes les moulures de la maison, fait qu'on les a sauvées, ainsi que l'escalier. Tout est original dans la maison. Puis en 6 semaines, vous avez réussi à faire ça? Oui. Oui. On a travaillé beaucoup, 7 jours sur 7, 10 heures par jour. C'est un projet de fou, ça. Oui, c'est un projet de fou. Oui. Mais quand vous avez vu le résultat après, ça vous a dit quoi? Bien, c'est sûr que, tu sais, au début, c'est dur à croire qu'on pouvait ramener la maison comme elle était, là. C'est sûr, si tu avais vu ça, là, tu aurais dit impossible.
Ou ben non, en tout cas, fait que moi, ça avait été juste de moi, on ne l'aurait pas acheté. Là, tu sais, mais lui, il adore les maisons ancestrales, il tenait. Je dis, OK, bon, parfait, on va y aller comme ça. Puis, ben, moi aussi, je suis manuelle, je suis capable de faire des affaires, puis tout ça. Fait que, ensemble, on était capable de ramener ça, mais c'est sûr que pas avoir eu d'équipe, oublie ça, là, ça aurait été impossible. Mais quand, juste même au départ, là, quand on a vu la maison, là, toute noire, toute placardée, avec des fils d'araignée partout, puis tout était fondu, on voyait quand même le potentiel de la maison. Là. C'est quoi l'histoire de cette maison-là? Est-ce qu'on sait à peu près à quelle époque elle a été, ou quelle année elle a été construite? Elle a été construite en 1941. On a tous les anciens propriétaires, sauf le premier qui a bâti la maison. Les écrits sont... Donc, on parle de 1841. 1841, puis tout est original dans la maison. La seule chose qui n'est pas originale, ils ont rajouté un plancher de bois franc par-dessus le plancher qui est en dessous. J'aurais eu plus de temps, peut-être que j'aurais essayé de redécouvrir ça, mais les moulures, toutes les impostes, tout est d'origine. C'est sûr que la cuisine, on l'a rafraîchi. Là. Mais d'ailleurs, c'est ça, vous nous avez amené un peu la liste des propriétaires. Ouais. On voit 1883, donc évidemment, on est quand même plus loin, on est quand même 20-30 ans après la construction originale. Robert McGuinness, un nom que les gens connaissent bien à Iberville. Didas Tassé, Victoire Badeau, Alain Tassé, Dr Guy Bédard, Guy Giroux, Pierre Sigouin, Victorio Ferry, ça c'était l'époque du Hall Paradiso, Christian Burnt et Manon Lavigne, et là, vous, depuis mars 2021. Oui. Puis on va être là un petit bout, j'espère que... Nous, on veut finir probablement nos jours là, parce qu'on est aussi des riverains, des amateurs de bateaux. On adore ça, puis on a notre petite plage privée. Puis moi, je suis la dernière maison où on peut naviguer. Après ça tombe à 1,5 pied. Fait que j'ai jamais personne. Oui, vous êtes juste comme à l'extrême limite où on est capable d'accoster un bateau, là. Oui, je suis la dernière maison. La dernière maison qui peut accoster un bateau. Fait que là, moi, c'était le fun pour ça. Parce qu'on a pas mais là, évidemment, je fais référence à ça parce que je le disais en introduction. Moi, j'ai vu quelques photos, des photos de mariage. Ben oui. Parce que là, vous en avez profité pour vous marier cet été. Bien, ça a pris 2 ans parce que aussitôt qu'on a décidé de vouloir se marier, la pandémie est arrivée. Là, on ne va pas rien réserver. Et puis, moi, quand j'ai mis la maison à vendre, on est à l'île Sainte-Thérèse, je l'ai mis une semaine avant qu'on soit tout arrêté, avant la pandémie et tout ça. Fait que là, je suis tombé dans un mauvais timing. Là, on ne savait pas si on était prêt là l'été pour se marier. Fait qu'on a décidé d'attendre un peu. Mais on voulait se marier sur le bord de l'eau chez nous. Mais là, on l'a fait encore plus beau avec, Et puis, je remercie la ville avec leur lumière, leur pont, le pont Gouin. Là, il est éliminé de toute beauté le soir. On a les montgolfières aussi, la même journée. C'est la dernière montée des montgolfières. Oui, c'est ça. Mais ça a dû être magique. Bon, je comprends que vous aviez le projet de vous marier, mais là, de vous marier sur le terrain de la maison que vous avez achetée, que vous avez rénovée, il y a un côté magique, là. Ah, c'est comme un conte de fées, un peu, là. Tu sais, tu vois la maison, tu sais, moi, je trouve ça grand pour 2, là, mais tu sais, c'est majestueux comme maison. Tu sais, puis on y a mis tout notre cœur, tout notre amour ensemble, puis ça a donné quelque chose de super beau. Tu sais. Moi, au début, quand j'ai vu les photos passer, je me suis dit, bon, ben voilà des gens qui ont rénové ça. J'ai dit, peut-être qu'ils ont décidé de faire des mariages là. Ah! Moi, ma première impression, quand j'ai vu sur Facebook, j'ai dit, probablement c'est une place. Puis quelqu'un m'avait déjà dit, il y a des gens sur le bord de l'eau, des fois, qui prêtent leur maison pour faire des mariages. Ça doit être probablement ça. Là, finalement, en creusant, j'ai compris que c'était votre maison. Est-ce que vous voulez qu'elle demeure à une vocation privée ou si vous avez des idées de faire des trucs spéciaux comme événementiels? On est déjà à notre compte en système de sécurité. On est pas mal occupés, disons. On n'a pas le temps de faire ça, c'est pour notre propre plaisir. C'est vraiment votre propre plaisir à une vocation privée. Bien, les prochains mariages, voilà, c'est peut-être nos enfants. Là. Oui, on comprend. Mais ils sont pas prêts tout de suite. Non, on n'a pas de faire quelque chose comme ça. Là. C'est ça. Mais tu sais, on aime beaucoup l'esprit de la maison aussi parce que c'est des plafonds très hauts. On l'a changé un peu parce que le 2e étage était fermé en plâtre au complet. Puis c'est tellement magané en arrachant tout ça, il y a les poutres majestueuses, la construction initiale était là. Fait que ce qu'on a fait, on a mis ça cathédrale partout. Fait qu'on a changé un petit peu là en gardant l'authenticité des matériaux. Là. Quand on s'attaque à une maison comme ça, est-ce qu'elle est reconnue au niveau de la ville ou du gouvernement comme monument? Est-ce qu'il y a des notions de patrimoine? Est-ce qu'il y a comment je dirais, des contraintes quand vient le temps de rénover? C'est quoi le terreau dans lequel vous êtes? Toutes les réponses, c'est oui. Même à l'intérieur? L'intérieur, ça dépend. Si on ne changeait pas la structure de la maison, on n'avait pas besoin de permis de construction. On a gardé... En fait,
quand c'est un patrimoine comme ça, tu peux pas changer le look extérieur. Tu peux seulement améliorer ce qui est déjà d'existant avec des meilleurs matériaux, mettons. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repeinturé l'extérieur. On n'a pas touché vraiment aux fenêtres, aux portes. On n'a pas fait de changement de grosse structure là où on aurait eu besoin de l'approbation de la ville pour faire ça. OK. Donc Fait que là, vous n'êtes pas trop non, fait moi, avec ça, là, moi, j'avais déjà communiqué avec l'urbanisme, tout ça. Tout le monde, on était correct dans les rénovations. Mais là, ça prend qu'on des faisait. matériaux sur mesure, puis des fois, ça peut être long à obtenir. C'est ça. Mais Ouais. l'extérieur, on n'a pas eu grand-chose à faire à part la restauration, la peinture. C'est plus l'intérieur, c'était du plâtre, tout ça. On n'a pas ajouté des murs, enlevé des murs, changé l'escalier de place. Ça, on n'aurait pas pu le faire de notre propriété sans avoir un permis spécial pour faire ça. Il y a beaucoup d'esthétique, c'est ça qu'on a fait, c'est de Ouais. l'esthétique. Même l'extérieur, là, il y avait beaucoup de bois à peinturer, puis les gens, dans le temps, je ne sais pas comment ils faisaient. Aujourd'hui, on a des nacelles, ça va bien, des guns à pression, mais les moulures ornementales qui étaient après ça de haut avec toutes sortes de... Il y avait 2 ou 3 couleurs dans ça. Je ne sais pas combien de temps qu'ils passaient là-dessus avec des échafauds ou des échelles, là. Nous autres, avec des nacelles sophistiquées, mon peintre, il shakeait de même au bout de ses hauts, là. C'est haut, puis on l'a fait au gun, mais il y avait beaucoup de patience, ces gens-là. Mais tout est encore original. Même la porte d'entrée principale, c'est l'original de 1941. là. De ce que je comprends, vous avez fait des trouvailles aussi, là, parce que vous nous avez amené ça ici, qui est un document. Parce qu'en fait, souvent, dans les maisons de cette époque-là, quand on ouvre les murs, on trouve parfois des papiers journaux, bref, la façon dont on s'isolait à l'époque. Mais là, vous avez trouvé des petits trucs le fun, là. Oui, on a trouvé beaucoup de documents d'un professeur d'école et d'un étudiant qui avait mis ça dans les murs, quelque part, qui date. Le plus vieux qu'on a trouvé, je pense, un 1848, il est chez moi encadré, là. J'en ai quelques-uns. Lui, c'est un 1888. C'était les écritures à la plume dans le temps. Oui, à la plume. On voit comment ils calculaient. J'en ai d'autres à la maison. Mais les menuisiers qui défaisaient le plafond quand ils ont commencé, quand ils ont vu tous ces documents-là, après ça, ils allaient tranquillement. Là, ils défaisaient bout par bout, puis ils regardaient s'il n'y avait rien avant, puis ils venaient nous porter ça. C'est comme des petites cachettes, quoi. Ben, c'était tout spécifique. C'était pas lancé dans C'était une place en particulier. Tout était là. Il y en avait plusieurs qui étaient là. Des fois, c'était dans le mur. Des fois, étant donné qu'on l'a mis cathédrale, mais là, on a enlevé pas mal de plâtre qui était là. Mais c'est ça, on a trouvé de toutes les époques, mais beaucoup dans les années 1800. Après ça, j'imagine qu'ils ont amélioré leur système de cachette ou d'isolation, parce que ça peut être de l'isolation ou bien juste ça. Mais je ne sais pas pourquoi ils avaient mis ça là, abandonné ça là. J'ai aucune idée. Là, je pose la question. Les mystères de l'historien. l'époque. Est-ce qu'il y a des fantômes? Non. Non, Garanti pas que non. pantoute. Ben non. Ouais. Non. Ben, moi, je crois pas beaucoup à ça, mais elle, oui, un peu. Elle a senti un petit quelque chose au tout début. Elle a fait brûler quelque chose. On a pu... Parce que cette maison-là, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un sous-sol. C'est rare, les ancestrales, il y a un sous-sol de 8 pieds d'eau. Un sous-sol, même sur le bord de l'eau? Oui, Oui. un sous-sol. Puis la fondation a 4 pieds de large. Quand on va dans le sous-sol, tu sais, c'est vraiment... Puis, tandis que le terrain est en pente, on a des grandes fenêtres dans le sous-sol aussi. Fait qu'il y a un grand espace. C'est ma pièce pour aller faire... Quand je fais de l'insomnie, je vais dormir là parce qu'on n'entend rien. Puis des fois, j'ouvre les lumières, puis on se pose un peu la question aussi, est-ce qu'il y a des esprits, une maison qui a 180 années, peut-être? La maison a peut-être une âme. Peut-être une âme. Mais on n'a Peut-être. pas entendu des portes fermées ou quelque chose. C'est pas un sous-sol qui est potentiellement inondable, Non. pas du dont tout. la façon dont la maison Ben, il est très construite. en pente parce que on a des petites fenêtres en avant, puis en arrière, on a des grandes fenêtres. On est 3 pieds dans le sol en arrière. Est-ce qu'il vous reste encore d'autres trucs à finaliser, à terminer, des projets futurs? C'est jamais fini un ancestral. Il y a toujours un petit quelque chose à faire, mais on a fait Le vraiment gros est fait. beaucoup. Ouais, je vous dirais 95 est fait. Là. Bien, félicitations à vous deux, franchement, bravo, parce que c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. Ouais. Puis bravo, parce que franchement, photo à l'appui, on regarde le résultat, c'est assez Mais incroyable. on a tellement aimé ça qu'on a acheté un vieux triplex de 1950 là, qu'on est en train de rénover encore. Encore des projets. Oui, Merci beaucoup. ça fait plaisir. Merci. Restez OK. avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, qui dit automne, dit Macédoine. Dit l'informateur joannais William Julien pour un spécial de 30 minutes. Manquez pas ça.
Le service vétérinaire mobile ouvre maintenant une boutique à Saint-Luc, sur le boulevard Saint-Luc, dans le même bâtiment que Phil et Fred de Pizzeria, pour vous situer. Notre invité pour en parler s'appelle Olivier Lauzon. Il est vice-président exploitation et développement au service vétérinaire mobile. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Bon, expliquez-nous tout d'abord, qu'est-ce que c'est le service vétérinaire mobile? Dans le fond, c'est une équipe, c'est Dr Mayou avec des techniciens en santé animale qui se déplacent à la maison pour faire les consultations là, de santé là, de l'animal, un peu comme si on irait chez le vétérinaire. Donc, c'est vraiment le vétérinaire qui se déplace à la maison, qui va faire l'examen général de l'animal, prise de sang, prescription de médicaments, renouvellement de médicaments, tout ça se fait directement à la maison. Fait que pas besoin de déplacer l'animal, moins de stress pour l'animal, moins de stress pour le propriétaire. Fait que tout se fait dans le confort. Comment ça a parti, ça? Ça a parti, dans le fond, d'un besoin là, qu'on sentait là, de faire les choses différemment là, au niveau des services vétérinaires, de devenir un petit peu plus accessible, puis de rendre vraiment les soins vétérinaires accessibles là, au public à la maison avec la pandémie. Ces choses-là, les soins à domicile ont explosé, les demandes étaient là aussi. Donc, à ce moment-là, on a décidé de partir ça graduellement là, pour les gens. À la base, c'était surtout axé pour les résidences privées pour aînés. Donc, c'est de là qu'on avait vraiment bâti le plan là, d'exploitation. Puis la demande au grand public a vraiment explosé. Donc, on s'est adapté. Bon. Et un service mobile qui est offert dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu élargie? Dans le fond, on n'a pas de territoire comme tel défini. Donc, dans le fond, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un certain périmètre qui est inclus, qui est d'environ 25 km. Donc, vraiment, Saint-Jean-sur-Richelieu rentre dans le 25 km. Mais ça nous est arrivé d'aller à Drummondville, d'aller sur la Rive-Nord, à Sainte-Adèle, ces choses-là, surtout pour des soins de fin de vie là, à la maison, là, que les gens désirent faire l'euthanasie à la maison. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. On va se rendre, on va adapter une équipe spéciale là, pour se rendre sur place avec des frais de déplacement adaptés. Mais c'est assez innovateur quand même, parce que, bon, qu'il y ait un service vétérinaire mobile dans les fermes, on peut comprendre, évidemment. Mais pour les animaux domestiques, les chiens, les chats principalement, c'est quand même assez novateur, ça. Il y en a de plus en plus, je vous dirais, là, qui ouvrent. Tu sais, à Saint-Jean, on est deux à avoir un service mobile là, pour petits animaux. L'offre de service est différente d'un service mobile à l'autre. Fait que, tu sais, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est être accessible au public, ce qui fait en sorte qu'on a mis en place une ligne 24 heures. Donc, les gens peuvent nous rejoindre le professionnel de la santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est vraiment notre territoire. À ce moment-là, le vétérinaire peut même se déplacer à 2 heures du matin pour faire un soin d'urgence à domicile. Parce qu'ici, dans la région, puis moi-même, là, qui a des animaux depuis très, très, très longtemps, bon, dès qu'on est à l'extérieur des heures normales d'ouverture des cliniques vétérinaires, bien, souvent, ce qu'on se fait dire, c'est le choix ultime, c'est d'aller à Brossard sur le boulevard Tachereau. C'est ça, c'est Brossard ou le CVRS ou le DMV là, à Saint-Hubert. Il y en a deux. Donc oui, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on est les seuls là, qui ont une ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est sûr qu'il y a certains soins qu'on ne peut pas faire comme tel à la maison. Fait que des fois, on est obligé de référer vers ces centres-là, mais à la majorité du temps, juste de rassurer le client, prendre le temps de l'écouter, donner des conseils, puis on est capable de donner un rendez-vous peut-être un 24 heures après, parce que la situation est peut-être moins urgente que ce qu'on aurait pensé. Là, vous avez quoi? Vous avez un camion? Vous êtes équipé moindrement? Dans le fond, c'est avec des véhicules bien normaux là, qu'on va circuler. On a adapté vraiment pour transporter l'équipement, parce qu'ils transportent au-dessus de 90 médicaments avec eux, tous les appareils, l'équipement, les fournitures, les seringues, les aiguilles, tout ça. Donc, c'est des sacs un peu comme les ambulanciers y ont. Fait qu'ils ont 4 gros sacs comme ça. Fait qu'ils rentrent chez vous, dans le confort de la maison. Fait que même pas besoin de sortir l'animal à l'extérieur dans un camion. Ils rentrent dans la maison, ils prennent le temps de s'installer. Puis... Bon. À quel moment arrive l'idée d'ouvrir une boutique? Bon, parce qu'on comprend que vous avez un service vétérinaire mobile. Oui. Donc, vous n'avez pas vraiment de lieu ou de clinique comme tel? Non, c'est ça. On n'avait pas de clinique. Les boutiques, ça arrive comment là-dedans? Dans le fond, la boutique, ce qui arrive, c'est qu'on mise beaucoup sur la prévention. Fait que la prévention va passer par la nourriture, par les médicaments préventifs, ces choses-là. Donc, veut pas, on avait une augmentation de la demande de l'achalandage. Puis oui, tu sais, c'était dans notre maison. Fait qu'à un moment donné, on a fait, bien, il faudrait peut-être donner un lieu accessible. Tu sais, on veut rester accessible au public. Donc, quoi de mieux que d'ouvrir une boutique spécialisée
Toute notre équipe a été 100 formée en nutrition puis en santé de soins de base pour les animaux. Donc, les gens peuvent venir directement. La boutique est ouverte 7 jours semaine. Donc, même la fin de semaine, on est ouvert tous les soirs de la semaine. Donc, ils peuvent venir récupérer leur nourriture, avoir des conseils nutritionnels, avoir des conseils de soins de base sur le lavage d'oreilles, les tailles de griffes, ces choses-là. OK. C'est quoi votre plan de match pour les années à venir? Est-ce que c'est d'élargir le service mobile, d'avoir plus de boutiques sur la rive sud de Montréal? Bref, c'est quoi un peu votre plan? À court terme, le plan, dans le fond, là, ça va être de... Présentement, on a des partenariats avec des cliniques là, de Saint-Jean-sur-Richelieu pour qu'est-ce qui est chirurgie, radiographie, ces choses-là. À court terme, là, pour août 2023, c'est d'ouvrir la clinique dans Taniche, donc qui va être située à la même place que la boutique présentement. En arrière, on a l'espace, donc on est après... les plans sont après finalisés là, pour aller en construction. Donc, à août 2023, ça va être une clinique qui va avoir des vétérinaires supplémentaires, justement pour prendre plus d'urgence, pour élargir le service, parce que c'est pas tout le monde non plus qui veut un service à domicile. Il y en a qui préfèrent se déplacer. Avec salle de chirurgie, salle de radiographie, soins dentaires, radiographie dentaire. Donc, tous les services vont être disponibles là, à la clinique. Puis, par la suite, est-ce qu'on est ouvert à ouvrir, à élargir, à ouvrir des points de service? Oui, c'est dans les plans là, à moyen terme. Bon, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes impliqué là-dedans? Moi, dans le fond, à la base, je suis gestionnaire dans la santé humaine. Donc, Dr Mayou, c'est mon conjoint qui est le médecin vétérinaire. Lui, ce qu'il veut faire, c'est une médecine vétérinaire, puis il voulait faire les choses différemment, axer sur la prévention, ces choses-là. Fait que j'ai dit, bien, on va unir nos forces ensemble, puis on va essayer de bâtir quelque chose de différent, une offre de services différente en santé animale. Puis c'est de là que c'est... Lui, il pratique depuis combien de temps? Dr Mayou, il est gradué en 2018. 2018. Oui. Et de ce que je comprends, lui, dans le fond, il voulait pas faire un peu comme ses autres collègues, puis bon, faire un peu la même routine. Là. Il voulait innover, il voulait faire autre chose, il voulait faire différent. Là. Dr Mayou voulait vraiment axer sa médecine sur la médecine préventive. Parce que souvent, bien, on tarde trop à aller chez le vétérinaire, on ne parle pas assez de soins préventifs, ces choses-là, ce qui fait en sorte que quand il arrive l'animal, bien, il est en phase aiguë, les soins vétérinaires, les coûts grimpent rapidement, puis souvent, les gens n'ont pas les moyens tout le temps de payer des coûts astronomiques pour traiter. Fait qu'il dit, bien, si on peut axer sur la prévention, prendre le temps d'expliquer les choses, avoir des temps de consultation élargis. Une consultation avec nous, minimum, c'est 40 minutes que le vétérinaire passe à la maison. Fait qu'il prend le temps de vraiment faire une éducation. Tout passe par l'éducation. Ce qu'il n'avait pas le temps de faire en clinique comme tel, parce qu'on parle de temps de consultation qui variait entre 20 minutes et, tout dépendant des plus grosses consultations, 40 minutes. Mais c'est quand même restreint là, comme temps de consultation. Fait qu'il voulait vraiment avoir le temps avec ses clients, faire les choses différemment puis avoir une indépendance professionnelle. Là. Et le fait de le faire à domicile doit donner une toute autre couleur aussi que d'être derrière un comptoir dans une salle d'examen. C'est beaucoup plus chaleureux, c'est beaucoup plus... tu sais, nos clients, ça devient un peu comme les... Tu sais, on rentre dans leur intimité, on rentre chez eux. Fait puis pour l'évaluation de l'animal, bien, c'est beaucoup moins stressant. Fait qu'on est plus... il est plus capable de faire une évaluation globale, générale. Au niveau de l'accompagnement en fin de vie, ça, les gens adorent ça. Puis, tu sais, on prend le temps quand on rentre à la maison. Tu sais, on se garoche pas sur l'animal n'est pas stressé. Puis, on peut voir l'animal dans son environnement. Fait qu'on peut voir de quelle façon l'animal va interagir dans la maison avec les visites, puis adapter les soins. Mais ça fait une différence parce que, bon, quiconque a un animal qui va à la clinique vétérinaire, on dirait qu'il sente, là. Il fait juste ouvrir la porte, puis on dirait que les pattes... se braquent, sont sur les freins. Oui. Là, tu les montes sur la table, là, puis là, ils ne savent pas trop regarder. Puis nous, quand on arrive, on est comme de la visite. Fait que l'animal est content de nous voir. Fait que, tu sais, l'examen se passe beaucoup plus facilement. Puis les clients, bien, ils aiment ça aussi. Tu sais, il y a beaucoup de télétravail maintenant. Fait que, veut pas, bien, les gens sont comme, bien, je suis à la maison dans la journée. Fait que, tu sais, je peux juste prendre une pause de 15 minutes. Le vétérinaire, 15-20 minutes, le vétérinaire vient, il fait son examen, il fait les vaccins, il repart, je recommence à travailler. Ça évite les frais de déplacement. T'sais, on est tous à la course, on manque tout de temps. Donc, tu sais, ça permet aux gens... Des fois, on arrive, les gens sont après à faire à souper, puis ils nous offrent une assiette, là. Fait que, tu sais, c'est super drôle, mais... C'est la réalité. Là. Bon, là, avoir une boutique, évidemment, c'est des heures d'ouverture, ça prend des employés, il y a toute une autre gestion qui vient avec ça. L'inventaire, c'est quand même des tâches additionnelles, j'imagine. Là. Oui, c'est ça. Bien, tu sais, c'est vraiment ça aussi la force
Dr Maillot, lui, peut se concentrer sur sa médecine vétérinaire. Puis moi, comme gestionnaire, je peux prendre en charge tout ce qui est côté boutique, clinique. On a une super belle équipe. On a quand même 3 techniciens en santé animale. On a 4 animalières qui sont spécialement formés. Fait que, tu sais, on a une belle équipe avec nous là, qui nous permet de... Là, vous avez dit tantôt que vous étiez avant dans la médecine humaine. Oui. Là, on est dans l'autre côté. Finalement, c'est quoi qui est le mieux? Je vous dirais que les deux ont besoin d'une grosse réforme, mais c'est... Tu sais, les deux ont leur pour, ont leur contre. C'est sûr que, tu sais, la médecine animale, ben tu sais, il faut... C'est une médecine qui est appelée à évoluer. Donc, dans le fond, un peu comme le réseau de la santé humaine. Fait que, tu sais, c'est différent, mais on travaille toujours avec l'humain. Il ne faut pas oublier que l'animal nous parle pas. Fait que, tu sais, c'est son humain qui nous parle. Fait que, veut pas, on n'a pas le choix de travailler en combinaison avec les deux, là. Fait que... Alors, Dantaniche, donc c'est le nom de cette nouvelle boutique là, qui a ouvert ses portes à Saint-Luc, au 240 boulevard Saint-Luc. C'est en fait dans le même bâtiment que Phil et Fred de Pizzeria, ou pour les plus vieux d'entre nous, à la blague, c'est l'ancienne Puerta del Sol, si vous préférez, pas très loin de la rue Bernier. Donc ça, c'est pour la boutique Dantaniche. Sinon, le service vétérinaire mobile, lui, il est en fonction déjà depuis l'été 2021. Donc, le temps avance vite. Et donc, si on va, on vous trouve un peu sur les médias sociaux et tout ça, on est capable rapidement d'aller chercher de l'information. Et là, je le répète, mais c'est quand même important. Donc, une ligne 24/7. Oui, c'est ça. Donc, c'est le 855-676-1222. Il y a toujours quelqu'un qui va répondre là, sur la ligne d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce qu'il y a une garantie que le vétérinaire va se déplacer? On ne peut pas garantir ça, mais au moins, vous allez avoir des conseils puis vous allez diriger vers la bonne place. Des fois, on peut éviter les centres d'urgence. Parce que présentement, en centre d'urgence, il y a du 7-8 heures d'attente, même pour les animaux. Là. Même pour les animaux. Même pour les animaux. Donc, tu sais, ça déborde beaucoup. Là. Olivier Lauzon, merci beaucoup. Bien, merci de l'invitation. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Un gros bravo à Desjardins dans la région qui a remis 100 000 $ à plusieurs organismes du milieu dans la région du Haut-Richelieu et Yamaska, et notamment aux banques alimentaires sur le territoire. Bravo, chapeau.